Appendice, chapitre 1er. De la dissension entre la morale et la politique au sujet de la paix perpétuelle. La morale est déjà par elle-même une pratique au sens objectif, en tant qu'ensemble de lois qui commandent inconditionnellement et selon lesquelles nous devons agir. Et une fois qu'on a accordé son autorité à ce concept du devoir, c'est une absurdité évidente d'aller prétendre ensuite que nous ne pouvons pas agir en conséquence. Car alors ce concept tombe de lui-même hors du domaine moral. Dès lors, il ne peut y avoir aucun conflit entre la politique comme mise en pratique de la doctrine du droit et la morale comme théorie du droit. Donc aucun conflit entre la pratique et la théorie. Sinon, on devrait entendre par morale une doctrine générale de la prudence, c'est-à-dire une théorie des maximes permettant de choisir les moyens les plus expédients de réaliser ses intentions à son propre avantage. Donc on devrait nier l'existence même d'une morale. La politique dit soyez prudents comme les serpents, la morale ajoute comme condition restrictive, et sans fausseté comme les colombes. Si l'un et l'autre sont inconciliables d'un seul et même précepte, il y a effectivement un conflit entre la politique et la morale. Mais si les deux doivent absolument être réunis, l'idée du contraire est absurde. Et la question de savoir comment ce conflit peut être résolu ne peut même pas constituer un problème. Bien que la proposition de point l'honnêteté est la meilleure des politiques implique une théorie que malheureusement la pratique contredit fréquemment. Toutefois, la proposition également théorique de point l'honnêteté vaut mieux que n'importe quelle politique s'élève infiniment au-dessus de toute objection et même constitue la condition sine qua non de toute politique. Le dieu terme de la morale ne le cède pas devant Jupiter, lui-même dieu terme de la force, car celui-ci ne laisse pas d'être soumis au destin. C'est-à-dire que la raison n'est pas assez éclairée pour embrasser toute la série des causes déterminantes qui font présager avec certitude l'issue heureuse ou malheureuse des faits et gestes des hommes en fonction du mécanisme de la nature, tout en l'espérant conforme à nos souhaits. Néanmoins, ce que l'on doit faire pour demeurer dans la voie du devoir, selon la règle de la sagesse, et du coup pour parvenir à notre but final, là-dessus la raison nous éclaire en toutes circonstances avec suffisamment de clarté. Or, l'homme de la pratique, pour lequel la morale n'est que simple théorie, fonde en revanche son déni sans appel de notre bienveillante espérante. Je répète cette phrase, je l'ai mal dit. Or, l'homme de la pratique, pour lequel la morale n'est que simple théorie, fonde en revanche son déni sans appel de notre bienveillante espérance, tout en concédant le devoir et le pouvoir de l'accomplir, sur le prétexte suivant. En excipant, ça veut dire en s'appuyant sur, en invoquant. En excipant de la nature de l'homme, il prévoit qu'il ne voudra jamais ce qui est requis pour instaurer la paix perpétuelle. Il est vrai que la volonté de chaque homme, pris individuellement, de vivre selon des principes de liberté dans le cadre d'une constitution légale, c'est l'unité distributive de la volonté de tous, ne suffit pas à atteindre ce but. Je répète cette phrase sans l'autre parenthèse. Il est vrai que la volonté de chaque homme pris individuellement, de vivre selon des principes de liberté dans le cadre d'une constitution, ne suffit pas à atteindre ce but. Encore faut-il que tous ensemble
et la volonté d'instaurer cet État. C'est l'unité collective de l'union des volontés. Cette solution d'un problème difficile est exigée de surcroît pour que la société civile constitue un tout. Et comme à cette diversité des volontés particulières doit encore se surajouter une cause susceptible de les unifier pour produire une volonté commune et dont aucune d'entre elles n'est capable, il ne faut pas compter, pour réaliser cette idée dans la pratique, sur aucun autre commencement de l'état de droit qu'une initiative de la force, sous la coercition de laquelle s'établira ensuite le droit public. Il est vrai qu'ensuite il faudra d'emblée s'attendre à de grandes déviations de cette idée, de la théorie. Dans l'expérience réelle, car on ne peut d'ailleurs guère faire fond sur les dispositions morales du législateur et se figurer qu'il va permettre au peuple qu'il a formé à partir d'une multitude mal dégrossie d'établir une constitution juridique sur la base de sa volonté commune. On dit alors, une fois qu'on détient le pouvoir, on ne se laisse pas dicter les lois par le peuple. Une fois qu'un État est parvenu à ne laisser soumettre à aucune loi étrangère, quand il s'agira de la manière d'assurer ses droits vis-à-vis des autres États, il ne se soumettra à aucun tribunal étranger, et même une partie du monde, lorsqu'elle se sentira supérieure à une autre, lors même que celle-ci ne lui fait pas obstacle, ne se privera pas de renforcer sa puissance en usant de moyens tels que la spoliation ou même la domination. C'est ainsi que toutes les constructions théoriques du droit politique, le droit des peuples et le droit cosmopolitique se réduisent à des idéaux vides et chimériques. En revanche, une pratique fondée sur les principes empiriques de la nature humaine, qui ne considère pas comme au-dessus de sa dignité de tirer des enseignements pour ses maximes de la façon dont va le monde, pourrait seule espérer trouver un fondement sûr pour édifier sa prudence politique. En vérité, s'il n'y a pas de liberté ni de loi morale fondée sur elle, mais si tout ce qui arrive ou tout ce qui peut arriver se réduit à un simple mécanisme de la nature, en ce cas, la politique, comme art d'utiliser ce mécanisme pour gouverner les hommes, épuise toute la sagesse pratique et le concept de droit n'est qu'une idée chimérique. En revanche, si l'on estime indispensable d'allier ce concept de droit à la politique, et même de l'ériger en condition restrictive de celle-ci, alors il faut ménager leur compatibilité. Or, je peux très bien penser l'idée d'un homme politique moral, à savoir un homme qui n'use que des principes de prudence politique compatibles avec la morale, mais certes pas un moraliste politique qui se forge une morale profitable aux intérêts de l'homme d'État. Le politique moral se donnera le principe suivant. S'il se rencontre dans la constitution de l'État ou dans les rapports entre États quelques vices que l'on n'a pas pu prévenir, ce doit être un devoir, singulièrement pour les chefs d'État, de réfléchir à la manière dont ces vices peuvent être réparés aussitôt que possible et de les rendre conformes au droit naturel tel que l'idée de la raison l'offre à nos yeux comme paradigme, quand bien même cela coûterait des sacrifices à leur égoïsme. Or, puisque rompre le lien de la société civile ou cosmopolitique, avant même que soit prête à être mise en place une meilleure constitution à l'y substituer, est contraire à toute prudence politique, en accord ici avec la morale, il serait certes absurde d'exiger que ce vice soit corrigé immédiatement et violemment.
Il reste que la maxime enjoignant de procéder à une rectification doit au moins rester profondément ancrée dans l'esprit des gouvernants, afin qu'ils ne cessent de se rapprocher constamment de ce but, qu'est la meilleure constitution conforme aux lois du droit. Je répète cette dernière phrase parce que je l'ai mal dite à la fin. Il reste que la maxime enjoignant de procéder à cette rectification doit au moins rester profondément ancrée dans l'esprit des gouvernants, afin qu'ils ne cessent de se rapprocher constamment de ce but, qu'est la meilleure constitution conforme aux lois du droit. Un État peut bien se gouverner d'une façon républicaine, lors même qu'au terme de la Constitution en vigueur, il est encore sous le régime de la puissance souveraine despotique, jusqu'à ce que progressivement le peuple devienne capable d'admettre la simple idée de l'autorité de la loi, tout comme si la loi possédait une puissance physique, et se trouve donc apte, il parle donc là du peuple, à légiférer par lui-même, comme le veut originairement le droit. Même si une constitution plus légitime était acquise illégitimement par la violence d'une révolution causée par une constitution défectueuse, il ne faudrait pas pour autant s'en autoriser pour restaurer chez ce peuple la constitution ancienne, bien que, au cours de cette révolution, ceux qui ont été mêlés par la violence ou par la ruse doivent à juste titre subir le châtiment que méritent les insurgés. Mais en ce qui concerne les relations avec les autres États, on ne peut exiger d'un État qu'il renonce à sa constitution, lors même qu'elle est despotique, et partant offre plus de ressources contre les ennemis du dehors, aussi longtemps qu'il court le danger d'être aussitôt dévoré par d'autres États. Il s'impose donc de reporter l'exécution de ce dessein à des occasions plus favorables. Il peut donc toujours se faire que les moralistes despotiques, coupables de manquements dans la pratique, dérogent de différentes manières à la prudence politique, en prenant ou en préconisant des mesures précipitées. Reste que l'expérience ne peut manquer de les ramener insensiblement dans une voie moins hasardeuse lorsqu'ils contreviennent ainsi à la nature. En revanche, les politiques moralisateurs, en fardant les principes politiques contraires au droit, c'est-à-dire en alléguant le prétexte d'une nature humaine incapable du bien, conforme à l'idée que prescrit la raison, rendent impossible, autant qu'ils le peuvent, toute amélioration du droit et pérennisent la violation du droit. Au lieu de la pratique dont ils se targuent, ces fins politiques usent de pratiques manœuvrières. Ils ne songent qu'à sacrifier le peuple et, si possible, l'univers entier en flagornant les puissances dominantes en place, afin de ne pas manquer à leur propre intérêt. Procédant à la façon de vrais juristes, de profession et non pas versés dans la législation, quand ils élèvent des prétentions à la politique. Car comme leur affaire n'est pas de raisonner sur la législation, mais d'exécuter les commandements du code en vigueur, pour eux la constitution légale en vigueur, présentement, est celle qui lui succède, si celle-ci se trouve modifiée en haut lieu, est forcément toujours la meilleure. Et ainsi tout y fonctionne dans l'ordre mécanique requis. Si toutefois cet art de s'adapter à toutes les situations leur inspire illusion de pouvoir aussi juger des principes mêmes d'une constitution, selon des concepts de droit, a priori donc et non empiriquement, si ainsi ils se targuent de connaître les hommes, ce qu'on peut à vrai dire escompter, vu qu'ils ont affaire à beaucoup d'hommes, sans pour autant connaître l'homme, et ce qu'on peut faire de lui, ce qui requiert un point de vue plus élevé de l'observation anthropologique, et si armés de tels concepts, ils s'attaquent au droit public
et aux droits des peuples, selon les exigences de la raison, alors ils ne pourront accomplir autrement ce passage que dans un esprit de chicane, en procédant comme d'habitude, mécaniquement d'après les lois contraignantes imposées d'une façon despotique, même là où les concepts de la raison n'admettent qu'une contrainte légale fondée sur des principes de liberté, car seule cette contrainte rend possible une constitution légitime et durable. Le prétendu homme pratique pense pouvoir s'acquitter empiriquement de cette tâche, fort de son expérience, en faisant fi de cette idée, comme ce fut le cas des constitutions jusqu'ici les mieux établies, mais généralement contraires au droit. Les maximes dont il use à cette fin, sans en faire état publiquement, se ramènent peu ou prou au sophisme suivant. 1. Fac excusa. L'action faite justifie-toi. Profite de la bonne occasion pour faire main basse de ton propre chef sur le droit qu'un État a sur son peuple ou sur celui qu'il a sur un peuple voisin une fois le fait accompli. Il sera nettement plus facile et bien plus élégant de produire une justification et de blanchir la violence, surtout dans le premier cas où le pouvoir suprême de l'intérieur se confond avec l'autorité qui légifère, à laquelle il faut obéir sans discuter, que si on voulait d'abord chercher des arguments convaincants tout en se préparant à affronter les contre-arguments. Donc je relis cette phrase sans l'entre-parenthèse. Les maximes dont il use à cette fin, sans faire état publiquement, se ramènent peu ou prou au sophisme suivant. 1. Profite de la bonne occasion pour faire main basse de ton propre chef sur le droit qu'un État a sur son peuple ou sur celui qu'il a sur un peuple voisin. Une fois le fait accompli, il sera nettement plus facile et bien plus élégant de produire une justification et de blanchir la violence que si on voulait d'abord chercher des arguments convaincants tout en se préparant à affronter les contre-arguments. Cette hardiesse produit une certaine apparence de conviction profonde quant à la légitimité de l'action, et après coup, le dieu Bonus Eventus, le dieu de l'issue favorable, en est le meilleur avocat. 2. Si fecisti nega, n'avoue jamais ce que tu fais. Tes propres méfaits, comme d'acculer ton peuple au désespoir, et ainsi à la révolte, ni qu'ils soient ta propre faute. Affirme au contraire que la faute en incombe à l'indocilité des sujets ou encore, si tu soumets un peuple voisin, à la nature même de l'homme, qui, s'il ne devance pas l'autre par la violence, doit à coup sûr s'attendre que l'autre prendra les devants pour le subjuguer. 3. Divide et impera. Divise pour régner. Ce qui veut dire, si au sein de ton peuple, certains chefs privilégiés t'ont élu chef suprême, divise-les et coupe-les du peuple. Puis tu prendras le parti du peuple en lui faisant miroiter plus de liberté. Et tout se pliera à ta volonté absolue. Ou bien, s'il s'agit d'États étrangers, un moyen assez sûr est de créer de la discorde entre eux pour les soumettre ensuite, les uns après les autres, sous prétexte de voler au secours des plus faibles. Certes, de telles maximes politiques ne tromperont personne. Toutes sont déjà universellement connues. Inutile non plus d'en avoir honte, comme si l'injustice en était flagrante. En effet, puisque les grandes puissances ne ressentent pas de honte devant le jugement de la foule, mais seulement les unes devant les autres,
Et comme ces principes leur font honte, non quand ils éclatent au grand jour, mais uniquement s'ils échouent. Quant à la moralité des maximes, elles sont en effet toutes d'accord. Il leur restera toujours l'honneur politique sur lequel elles pourront sûrement compter, celui d'augmenter leur puissance, quels que soient les moyens d'y arriver. Les arguties tortueuses d'une conception immorale de prudence, qui veut faire dériver l'état de paix entre les hommes du fond belliqueux inhérent à l'état de nature, révèlent du moins ceci. Les hommes ne peuvent échapper à l'idée de droit, ni dans leurs relations privées, ni dans leurs relations publiques, et n'osent fonder publiquement la politique sur les seules manœuvres de la prudence, ce qui reviendrait à récuser toute obéissance au concept de droit public. Ceci est particulièrement frappant pour ce qui concerne le droit des peuples. Ils lui rendent contraire tout honneur qu'il mérite, dussent-ils imaginer 1000 dérobades et faux-semblants pour lui échapper en pratique, afin de travestir la violence effrontée en une autorité qui serait source et médiatrice de tout droit. Pour en finir avec de tels sophismes, mais certes pas avec l'injustice qui se tente de blanchir, et pour pousser les insidieux représentants des puissants de cette terre à l'aveu que ce n'est pas du droit, mais de la violence qu'ils font l'apologie, en adoptant le ton comme s'ils avaient eux-mêmes à ce sujet des ordres à donner, il sera bon de dévoiler les subterfuges par lesquels on se ment à soi-même et aux autres, de dégager le principe suprême qui commande la recherche de la paix perpétuelle. On montrera ainsi que tout le mal qui fait obstacle à ce principe vient de ce que le moraliste politique entre en scène quand le politique moral échoue, comme il se doit, et, subordonnant ainsi les principes aux fins, c'est-à-dire mettant la charrue avant les bœufs, trahit sa propre intention, celle de concilier la politique avec la morale. Pour concilier la philosophie pratique avec elle-même, il est nécessaire tout d'abord de trancher la question de savoir si, en matière de raison pratique, on doit partir du principe matériel de celle-ci, de la fin, comme l'objet de l'arbitre, ou bien du principe formel, à savoir celui, fondé uniquement sur la liberté dans une relation extérieure, qui stipule, agis de telle sorte que tu puisses vouloir que ta maxime devienne une loi universelle. Quelle que soit par ailleurs la fin. J'avais marqué lire ça 2 fois. Donc je vais le lire 2 fois. Ce sera la seule fois dans tout le livre Paix perpétuelle de Kant que j'aurai lu. Je répète 2 fois cette phrase. On montrera ainsi que tout le mal qui fait obstacle à ce principe vient de ce que le moraliste politique entre en scène quand le politique moral échoue, comme il se doit, et subordonnant ainsi les principes aux fins, c'est-à-dire en mettant la charrue avant les bœufs, trahit sa propre intention, celle de concilier la politique avec la morale. Pour concilier la philosophie pratique avec elle-même, il est nécessaire tout d'abord de trancher la question de savoir si, en matière de raison pratique, on doit partir du principe matériel de celle-ci, de la fin, comme objet de l'arbitre, ou bien du principe formel, à savoir celui qui stipule « agis de telle sorte que tu puisses vouloir que ta maxime devienne une loi universelle ». C'est sans aucun doute le dernier principe qui doit avoir la préséance. Comme principe du droit, il est nécessaire inconditionnellement, tandis que le premier principe n'est nécessaire que si les conditions empiriques de la fin visée, à savoir les conditions de sa réalisation, sont données. Évidemment. Et si cette fin, par exemple la paix perpétuelle, se confondait avec le devoir, celle-ci devrait néanmoins lui-même
être déduit du principe formel des maximes qui valent pour les actions extérieures. Or, le premier principe, celui du moralisme politique, la question du droit public, du droit des peuples et du droit cosmopolitique n'est, il est vrai, qu'un simple problème de savoir-faire. Le deuxième principe, en revanche, celui du politique moral, qui considère qu'il s'agit d'une question morale, est à milieu du premier, par la manière dont il recherche la paix perpétuelle, laquelle n'est pas seulement recherchée ici comme un bien matériel, mais aussi comme un état issu de la reconnaissance d'un devoir. Résoudre le premier problème, celui de la prudence politique, demande une grande connaissance de la nature, afin d'en utiliser le mécanisme en vue du but escompté. Mais cette connaissance est malgré tout incertaine quant au résultat la paix perpétuelle. Quelle que soit celle des trois divisions du droit public qu'on considère, je redis cette phrase, je l'ai mal lue. Résoudre le premier problème, celui de la prudence politique, demande une grande connaissance de la nature afin d'en utiliser le mécanisme en vue du but escompté. Mais cette connaissance est malgré tout incertaine quant au résultat, la paix perpétuelle, quelle que soit celle des trois divisions du droit public qu'on considère. Il est difficile de savoir quel est le meilleur moyen sur le long terme de tenir le peuple dans l'obéissance tout en favorisant sa prospérité. Ce sera la rigueur ou les appâts de la vanité, le pouvoir suprême d'un seul ou la réunion de plusieurs, voire seulement une noblesse de robe ou le pouvoir populaire à l'intérieur. Toutes les formes de gouvernement, à la seule exception de la forme authentique républicaine que seul un politique moral peut concevoir, ont au cours de l'histoire fourni des exemples contraires. Un droit des peuples, statutairement rédigé d'après des directives ministérielles, est encore plus incertain. Il n'est à vrai dire que le mot sans la chose et se fonde sur des dispositions contractuelles qui, dans l'acte même de leur rédaction, recèlent déjà les clauses de leur transgression. Au contraire, la solution du deuxième problème, celui de la sagesse politique, s'impose pour ainsi dire d'elle-même et va de soi pour tous. Elle ruine tous les artifices et conduit par là même directement au but. En gardant bien en mémoire cependant cette prudence qui nous conseille de ne pas procéder dans la précipitation et par la violence, mais au contraire de s'en approcher inlassablement selon la nature des circonstances propices. C'est alors qu'on pourra dire: cherchez d'abord le règne de la pure raison pratique et de sa justice, et votre but, le bienfait de la paix perpétuelle, vous sera donné par surcroît. Car la morale a ceci de particulier, notamment au regard de ses principes de droit public, partant d'une politique connaissable a priori, que moins elle fait dépendre le comportement du but visé, de l'avantage recherché, qu'il soit de nature matérielle ou morale, plus elle se trouve toutefois globalement accordée au but en question. Cela vient du fait que c'est bien la volonté générale donnée a priori, au sens d'un peuple ou au sein de la relation entre des peuples différents, qui seule détermine ce qui est le droit entre les hommes. Cela vient du fait que c'est bien la volonté générale donnée a priori, qui seule détermine ce qui est de droit entre les hommes. Mais cette réunion de la volonté de tous, pour peu qu'on soit conséquent dans sa mise en œuvre, peut être, même d'après le mécanisme de la nature, la cause qui à la fois produira l'effet escompté et donnera consistance à la notion de droit. Ainsi, un principe de la politique morale veut qu'un peuple se regroupe à un État en vertu des seules notions juridiques de liberté et d'égalité, et ce principe se fonde sur le devoir et non sur la prudence. Les moralistes politiques auront beau ratiociner en l'envie sur les mécanismes naturels à l'œuvre dans une masse humaine se constituant en société, lesquels mécanismes invalideraient ces principes de politique morale et feraient échouer leur objectif,
Ces moralistes auront beau essayer d'étayer leur objection en faisant valoir des constitutions mal conçues, anciennes ou récentes, par exemple des constitutions de démocratie sans système représentatif, ils ne méritent aucune audience, d'autant qu'une telle théorie pernicieuse, qui range les hommes dans la même classe que les autres machines vivantes, avec en prime la conscience de ne pas être des êtres libres, en les faisant devenir ainsi, dans leur propre jugement, les êtres les plus misérables de cette terre, produit bien elle-même le mal qu'elle prédit. L'adage Fia Justitia Peraet Mundus, ce qui veut dire que justice soit faite quand bien même le monde devrait périr, devenu proverbial, au ton certes pompeux mais néanmoins vrai, et qui signifie en clair, ouvrir les guillemets, que règne la justice, même si tous les coquins du monde devaient périr, fermez les guillemets, est un vaillant principe de droit qui coupe court à toutes les voies obliques qu'inspirent la ruse et la violence. Mais il ne doit pas être mal compris, comme l'autorisation d'user de son propre droit avec la plus grande sévérité, ce qui serait contraire au devoir moral, mais bien compris, au contraire, comme l'obligation des puissants de ne jamais refuser à quiconque le bénéfice de son droit, ni le restreindre, que ce soit par défaveur ou par pitié pour autrui. Cela demande avant tout une constitution intérieure de l'État, conçue selon de purs principes de droit, mais aussi par la suite une constitution portant sur l'union avec d'autres États, voisins ou lointains, en vue d'un règlement juridique de leurs différends. Cette proposition ne veut pas dire autre chose que ceci. Les maximes politiques ne doivent pas dériver de la prospérité et du bonheur qu'un État attend de leur observation, donc du but dont chaque État fait son objet, comme principe suprême de la sagesse politique, mais au contraire de la pure notion du devoir de droit, du devoir dont le principe est donné a priori par la raison pure, quelles qu'en soient les conséquences matérielles. Le monde ne périra pas du fait qu'il y aura moins de méchants. Le mal moral a cette caractéristique inhérente à sa nature que dans son dessein même, particulièrement dans la relation avec ceux qui ont les mêmes intentions, il travaille contre soi, exerce sur soi-même des effets destructeurs. Ainsi fait-il place au principe moral du bien, fût-ce d'un progrès très lent. Objectivement donc, en théorie, il n'y a pas de conflit entre la morale et la politique. Subjectivement, au contraire, dans le penchant égoïste des hommes, qui, n'étant pas fondé sur des maximes de la raison, ne requiert pas encore d'être considéré comme une pratique, le conflit subsistera et pourra toujours subsister dans la mesure où il sert de pierre à aiguiser pour la vertu, dont le vrai courage, d'après le principe tune sedi malis sed contra audantior ito, ce qui veut dire toi ne cède pas au mal, mais combat-le ardemment, n'est pas autant dans le cas présent de s'opposer résolument aux mots et aux artifices qui sont ici à prendre en compte, mais d'affronter en nous-mêmes le principe du mal et d'en déjouer les ruses. Je vais redire cette phrase sans les mots en latin que l'auteur donne dans son livre. Objectivement donc, il n'y a pas de conflit entre la morale et la politique. Subjectivement, au contraire, le penchant égoïste des hommes qui, n'étant pas fondé sur des maximes de la raison, ne requiert pas encore d'être considéré comme une pratique.
Le conflit subsistera et pourra toujours subsister dans la mesure où il sert de pierre à aiguiser pour la vertu, dont le vrai courage n'est pas tant dans le cas présent de s'opposer résolument aux maux et aux sacrifices qui sont ici à prendre en compte, mais d'affronter en nous-mêmes le principe du mal et d'en déjouer les ruses. Ce principe du mal est en effet bien plus dangereux, mensonger et traître, et avance toujours des raisons fallacieuses pour s'abriter derrière la faiblesse de la nature humaine et ainsi justifier toutes les transgressions. De fait, le moraliste politique peut dire « le souverain et le peuple, ou bien le peuple face à un autre peuple, ne se font pas tort l'un l'autre, ils se combattent violemment ou sournoisement, mais s'ils ont tort de manquer totalement de respect envers l'idée de droit, seuls capables de fonder la paix perpétuelle. Car comme l'un manque à son devoir envers l'autre, l'autre ayant les mêmes intentions contraires au droit envers le premier, ce qui arrive à tous les deux n'est que justice. Lorsqu'ils se détruisent mutuellement, bien que de cette engeance il n'en resta toujours assez pour faire durer le jeu jusqu'à la fin des temps, afin de servir d'exemple dissuasif aux générations futures. La providence est ainsi justifiée dans le cours du monde, car le principe moral ne s'éteint jamais en l'homme, la raison agissant de manière pragmatique, capable de réaliser les idées de droit selon ce même principe, croît, du verbe croître, sans cesse grâce au progrès permanent de la civilisation, et par là même croît aussi la culpabilité liée à ces transgressions. La création seule, le simple fait qu'une telle engeance d'être déchu dût exister sur terre, ne semble pouvoir être justifiée par aucune théodicée. Si nous admettons que le genre humain ne sera jamais meilleur, il ne pourra l'être. Mais nos jugements ne sauraient s'élever à une hauteur aussi vertigineuse et nous ne pouvons pas nous permettre d'attribuer d'un point de vue théorique nos idées de la sagesse à la puissance suprême qui nous est inconnaissable. Nous sommes inéluctablement acculés à de telles conclusions désespérantes si nous n'admettons pas que les purs principes de droit ont une réalité objective, c'est-à-dire qu'ils peuvent être réalisés, et que le peuple au sein de l'État doit agir selon les mêmes principes, tout comme les États entre eux, quelles que puissent être les objections de la politique empirique. La vraie politique ne peut donc faire aucun pas sans avoir préalablement sacrifié à la morale. Et bien que la politique soit en elle-même un art difficile, l'union de la politique et de la morale n'est en rien un art. Car s'il y a conflit entre les deux, la morale tranche le nœud que la politique ne peut dénouer. Le droit des hommes doit être tenu pour sacré, quel que soit le sacrifice à payer par la puissance souveraine. Pas de place ici pour les demi-mesures, pour concocter le moyen terme d'un droit fondé pragmatiquement, entre droit et intérêt. Toute politique doit au contraire s'incliner devant le droit et, en retour, pour espérer atteindre, bien que très progressivement, le seuil d'où elle répandra durablement sa splendeur.